Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. Je suis d'autant plus ravie que ça fait 2 semaines que je n'ai pas publié d'épisode, donc j'en suis désolée. Entre le Black Friday, les fêtes de fin d'année, les tonnes de commandes à envoyer, les créatrices à accompagner, etc. Il est vrai que j'ai eu peu de temps pour créer des épisodes, et en plus, une grippe est passée par là aussi. Donc autant vous dire que j'ai eu du mal à me concentrer sur ces épisodes de podcast, mais ça y est, je m'y remets, et je suis trop contente de aborder un sujet que je voulais aborder depuis un moment, enfin une idée d'épisode que je voulais faire depuis un moment, à savoir les 5 idées de marques à lancer en 2026, puisque on arrive à la fin d'année et que souvent, janvier peut être le moment où là, on a envie de se lancer dans un nouveau projet. On a envie de trouver une nouvelle voie ou en tout cas une nouvelle motivation. Mais le risque, c'est, je trouve, de lancer une énième marque, comme il en existe beaucoup, ou au contraire de se lancer dans un projet qu'on va trop réfléchir, mais dans le sens trop intellectualiser, une idée qu'on va trop réfléchir et trop compliquer, en essayant absolument de se démarquer, en trouvant l'idée du siècle. Sauf que l'idée du siècle n'existe pas réellement. La mode est un peu saturée, enfin le milieu des marques est plutôt saturé, c'est vrai, il y a beaucoup de marques, mais en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est pas qu'il y a trop de marques, c'est qu'il y a beaucoup de marques aux idées floues, aux idées trop larges, aux idées trop compliquées, et qui finalement ne trouvent pas leur place sur le marché, alors que quand on arrive avec une idée simple, une idée claire et une idée porteuse, ça peut être une vraie réussite. Et dans cet épisode, je vais te partager donc 5 idées de marques qui pour moi peuvent être une vraie réussite en 2026, et ceci va être aussi basé sur des vraies tendances de fond, observées sur Pinterest Predict par exemple, sur Google Trends, etc. et sur le terrain bien sûr avec une analyse quotidienne. On est donc parti pour ces 5 idées, mais avant de te parler des idées, je voulais te parler un peu des critères qui font une bonne idée justement en 2026. C'est important de poser un cadre parce que toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre, et je crois que c'est important de comprendre qu'une idée originale à tout prix n'est pas forcément une bonne idée. Au contraire, en 2026, il va falloir une idée simple mais désirable. Pour moi, c'est les deux points importants à retenir, quelque chose de simple et désirable. Pourquoi une idée simple? Il faut qu'une phrase suffise à expliquer ta marque, il faut que ça soit clair, parce que si tu as besoin de 5 minutes pour expliquer ton concept, c'est trop compliqué, et quelque chose de trop compliqué, ça ne fait pas acheter, puisque pour acheter, il faut que notre cerveau aille de manière assez simple aussi à l'acte d'achat. Il faut que de manière assez rapide, ils prennent la décision d'acheter, et donc il faut que ça soit simple, cohérent et facile à comprendre. Ça, c'est le plus important, et j'en parle très souvent dans ces épisodes de podcast, mais la simplicité fait vendre. Donc, une idée simple, c'est un des premiers critères. Il y a aussi le côté monoproduit ou micro-collection. Pareil, une pièce forte vaut mieux que 10 pièces moyennes. Et en plus, pour toi, c'est moins de coûts, moins de stock, c'est plus facile en termes de marketing à vendre. Donc ça crée quelque chose de simple et désirable. Vraiment, c'est le combo, le fait de se focaliser sur peu de produits, voire un monoproduit. C'est le combo parfait entre la simplicité et la désirabilité. Et du coup, le 3e point, c'est donc ce côté désirable, le produit porteur, le produit tendance. Il faut que ton produit réponde à un besoin, une envie, une émotion ou un usage assez clair. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une désirabilité et une tendance derrière qui fasse écho à plein de choses chez ton client, qui fasse écho à de la nostalgie, qui fasse écho à un vrai besoin, à une vraie envie, etc., à une vraie tendance de consommation ou sociétale. C'est important
de s'appuyer sur quelque chose de désirable et de tendance. Et quand je parle de tendance, je parle pas de tendance éphémère, je parle quand même de tendance profonde. Et bien sûr qu'après ton produit peut être éphémère là-dessus, c'est-à-dire qu'il va pas durer pendant 10 ans sur cette tendance-là, parce qu'elle va évoluer, mais ta marque va évoluer, tu vas changer aussi peut-être de produit, tu vas avoir de nouveaux best-sellers, etc. D'accord? Mais là, l'important, c'est de se lancer en 2026 avec un produit qui est porteur. Ça sert à rien de lancer un produit dont personne ne veut, qui répond à aucune envie particulière du moment, qui ne transmet pas l'émotion dont les gens ont besoin en ce moment. Il faut absolument que tu sois sur un produit porteur. Donc voilà, il y a 3 critères qui vont vraiment euh, être autour de cette idée de simplicité et de désirabilité. C'est une idée simple, un monoproduit ou une micro-collection et un produit porteur, ou en tout cas une idée qui soit porteuse et tendance et désirable. On va démarrer avec la première idée, qui est une idée que j'adore, que moi j'ai en tête depuis quelques temps et que je vois émerger de plus en plus. C'est une idée de marque de fausse fourrure colorée et éco-responsable. Alors pourquoi cette idée, elle est porteuse en 2026? Parce qu'on voit déjà une montée de ce qu'on appelle le dopamine dressing, c'est-à-dire vraiment un dressing très coloré, etc. Ça, on le voit sur les réseaux sociaux ou sur Pinterest. Un besoin de réconfort et de matière chaude et de ce qu'on va appeler le côté tactile, c'est-à-dire vraiment des matières qui vont être très tactiles, qui vont apporter vraiment quelque chose émotionnellement. Et une fausse fourrure qui va devenir plus quotidienne que fashion show, avec un côté vraiment plus prêt-à-porter. Alors, la marque de fausse fourrure, on peut se dire, mais en fait, c'est assez vulgaire la fourrure, il y a un côté dépassé. Maintenant, justement, la vraie fourrure est interdite, et cetera. Justement, le fait d'interdire la vraie fourrure, qui est une bonne chose, va faire que des personnes qui aimaient quand même le style fourrure vont se demander: «Mais comment on peut en porter aujourd'hui, sans avoir à recourir à même de la fourrure vintage ou quoi que ce soit?» Là, l'idée, c'est vraiment de se poser sur une marque spécialisée dans ce côté fluffy de la fausse fourrure colorée et je pense que c'est hyper porteur parce que pareil, en face d'une tendance aux couleurs blanches, aux couleurs vraiment neutres, et cetera, finalement, la fausse fourrure colorée et peut-être même un motif avec des couleurs hyper flashy, ça va venir, apporter un contraste fort et des gens vont forcément avoir une vraie désirabilité, émotionnelle aussi sur ce type de produit. En plus, pourquoi c'est une bonne idée business? Parce que le panier moyen peut être assez élevé, donc ça c'est une bonne chose, c'est un vêtement où on est capable de mettre plus d'argent que dans un simple t-shirt, d'accord? Une veste en fausse fourrure, on peut mettre de l'argent là-dedans et c'est un produit qui est très identifiable visuellement. C'est-à-dire que si demain je lance une marque de fausse fourrure colorée avec vraiment un univers très fort, il y a moyen que, si j'en vende, une petite dizaine déjà, les gens se reconnaissent entre eux, les gens vont reconnaître que c'est ma marque parce que forcément c'est un produit, qui va taper dans l'œil. Donc cette marque-là, il faut qu'elle ait un positionnement fun, il faut qu'elle ait un positionnement responsable bien sûr, il faut qu'elle ait des couleurs hyper fortes, des couleurs signatures. Il faut vraiment aller à fond dans presque du kitsch, il faut jouer les choses à fond sur ce type de marque, de fausse fourrure. C'est important et surtout c'est important de se détacher aussi des codes de la «fourrure traditionnelle» entre guillemets, à savoir les manteaux très longs, les styles très raccoon et cetera. C'est pas du tout l'esprit. Là, il faut vraiment utiliser de la veste, du manteau court, des gilets, des pièces qui soient, un peu plus quotidiennes, et qu'on ait envie de porter vraiment au quotidien pour tous les jours, malgré qu'on soit sur quelque chose de très coloré et de très tape à l'œil. Donc voilà pour cette première idée, la marque de fausses fourrures colorées éco-responsable et d'ailleurs, j'ai un fournisseur en tête, moi, que j'adore, qui est un fournisseur, parisien et qui a de la fausse fourrure, mais incroyable, avec des couleurs, des tie and dye, des motifs, incroyables et vraiment je me dis: «Mais si je devais lancer cette marque, je le ferais avec lui, ce serait, assez fou», parce que, c'est vraiment des fausses fourrures qui sont faites avec, du polyester recyclé et cetera et donc qui vraiment, portent un message et ont un vrai sens, dans cette démarche, éco-responsable sur de la fausse fourrure. Idée numéro 2, ça aussi c'est une idée que j'adore, j'ai un peu mis mon top idée au début, mais idée numéro 2, c'est une marque de vêtements enfants
vintage, inspirés vraiment des vêtements, de mamie, des tricots de mamie, les petites layettes que vont faire, les mamies au moment de la naissance et cetera. Alors pourquoi ça marche? Parce que forcément, c'est un truc très nostalgique, et la nostalgie, ça fonctionne dès qu'on est dans des périodes un peu de crise. On a un besoin de réassurance et forcément ça marche. Ça vient toucher des émotions, chez les gens qui vont faire que, on a envie d'avoir ces pièces, on a envie de les transmettre, on a envie de les faire porter à nos enfants et cetera, parce que ça touche en nous, des émotions très fortes. Donc la nostalgie, ça fonctionne et en plus, ça peut être une esthétique très forte visuellement, c'est-à-dire que les enfants des années 90 sont aujourd'hui, les parents, de 2025 et de 2026 et ça, forcément, ça va faire écho à une esthétique qui leur est chère, qui leur rappelle plein de souvenirs et cetera et donc ça fonctionne. On peut imaginer, heu, les sweats tricotés avec des motifs hyper kitsch, hyper vintage, presque du point de croix et cetera. C'est un achat émotionnel plus, plus. C'est vraiment une idée cadeau aussi plus, plus et il y a cette idée de transmission. Je vais transmettre des, mmh, des vêtements que j'ai l'impression d'avoir portés moi en étant enfant et ça, c'est important. On a envie de voir nos enfants là-dedans, on a envie de perpétuer ce genre de choses et plus on va jouer sur ce côté kitsch mais mignon, plus ça peut être réussi comme idée. Donc voilà, des petits pulls, en tricot, ça peut être aussi du sweat, avec vous savez, du motif, hyper vintage et hyper, presque ringard quoi. On peut aller jouer sur ce côté, très ringard. Les pantalons très larges avec des gros motifs, du visuel, qui soit, pareil, toujours une petite touche de ringard et de vintage. Ça, c'est important. Là, dans cette idée-là, en plus, on peut vraiment, avoir, plein de marques qui se lancent là-dessus parce qu'il y a plein de vintage et d'esthétiques différentes, que ça soit sur, tout ce qui est tricot point de croix, ou alors, tout ce qui est le côté, motif très coloré et cetera. Enfin, vraiment, si on va chercher dans l'esthétique des enfants des années 90-2000, il y a énormément de choses à faire et pour moi, c'est une idée très porteuse vu la période et vu, les parents d'aujourd'hui. Idée numéro 3, une marque d'accessoires pour cheveux ou pour la tête tout simplement. Alors ça, c'est une idée qui paraît très basique comme ça, mais en fait, elle est porteuse. Déjà, on voit que sur TikTok et Pinterest Predict, il y a énormément, tout ce qui est bandana et tout ce qui est foulard. C'est, quelque chose qui buzz beaucoup, beaucoup en ce moment, et en plus, on est sur des idées simples, mais, en termes de business très pertinentes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de taille, c'est des choses où on va avoir très peu de retours, c'est des achats d'impulsion et c'est parfait pour débuter et pour, démarrer parce que c'est des produits qui sont faciles à faire. C'est-à-dire que là où, quand on parle de veste en fausse fourrure, il faut quand même un atelier qui ait, une connaissance un peu technique de ce travail-là. Pareil sur le côté tricot, même sur du vêtement enfant et cetera. Là, une marque d'accessoires pour cheveux ou, d'accessoires textiles pour la tête, c'est vraiment des produits beaucoup plus simples à faire, des produits beaucoup moins chers à faire aussi, donc faciles à acheter et cetera. Donc on peut imaginer des bandeaux, des chouchous, des foulards, du serre-tête, des choses comme ça et c'est un vrai outil un vrai levier marketing pour les réseaux sociaux aussi, parce qu'on voit énormément, de contenus qui tournent autour de, comment accessoiriser une tenue et cetera avec, un foulard, avec un bandana, accessoiriser sa tête ou sa tenue, de manière générale. Vous avez peut-être vu passer la tendance du foulard, autour de la taille en triangle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est très dur de l'expliquer, en podcast, mais c'est un vrai accessoire porteur et facile à faire. Donc en termes de business, c'est facile à lancer. Il faut un positionnement bien sûr qui soit clair et ciblé. Il faut viser une cible, qui soit une niche, pas une cible trop large non plus, à élargir par la suite. Mais c'est vraiment une idée assez simple et qui se vend encore et toujours, d'accord? On peut se dire: «Mais il y a déjà une tonne de marques, qui font du chouchou». Ça, c'est vrai, d'accord, c'est clair. Mais si je veux me lancer en faisant de l'accessoire, hyper spécialisé avec un positionnement très fort et un univers très, très fort, c'est encore faisable
et c'est possible et je le dis, par exemple, en connaissance de cause. Donc pour cette idée 3, je vous invite à y réfléchir avec un univers très ciblé, très clair et très désirable aussi. Idée numéro 4, ça sera la marque de col et manches amovibles. Donc c'est une vraie tendance qu'on voit sur les réseaux sociaux. Elle va aussi avec l'idée de la, la tendance de layering ou de customisation, c'est-à-dire vraiment de venir jouer avec les couches et customiser avec de l'accessoire sa tenue. La marque de col et manches amovibles, ça fonctionne. C'est aussi des termes en anglais qui ressortent beaucoup sur Google Trends, qui est un outil assez pratique pour voir justement tout ce qui est tendance en ce moment. Et donc, sur 2025, cette tendance, elle a commencé à bien monter et la courbe continue de monter encore et encore. Donc, ça veut dire que 2026 va être encore très porteur pour ce genre d'accessoires. Ça répond à un besoin qui va être de transformer des tenues sans racheter forcément plein de vêtements et donc de consommer moins mais mieux. Et surtout, c'est des produits pareils qui sont très malins côté business parce que c'est un monoproduit, il n'y a pas de taille, il y a une forte différenciation, c'est facile à produire, c'est facile à faire soi-même, c'est pas très cher. Et donc, je vais venir parler à toutes celles qui veulent ce produit-là, qui ont la flemme de le coudre elles-mêmes, typiquement, ou qui ne savent pas coudre, et qui peuvent l'acheter parce qu'elles ont envie de se faire plaisir, mais pas en achetant quelque chose de trop cher. Donc ça, c'est toujours un peu porteur parce que ça permet de faire de l'achat impulsif. Ça peut être plus difficile d'être rentable sur des produits moins chers, bien sûr, mais avec du volume, on peut créer quelque chose de plus important. Et surtout, c'est une manière de se lancer. Et puis derrière, bien sûr, il va falloir venir asseoir la marque, asseoir la rentabilité, la marge, etc. Mais c'est une vraie idée pour se lancer au début, une marque de col et de manches assorties amovibles. Ça, c'est pour l'idée 4. Et enfin, la dernière idée, l'idée 5, ça va être une marque de petits accessoires en cuir ou faux cuir de luxe accessible. C'est-à-dire, par exemple, des porte-cartes, des étuis, des petits sacs, des choses qui font écho à quelque chose de très artisanal, mais mini accessoires. Pourquoi c'est porteur? Parce que on a pareil, envie de se faire plaisir. On a vraiment envie de continuer à pouvoir se faire plaisir dans un contexte plus difficile économiquement. Mais du coup, on va mettre un peu moins d'argent, donc forcément, du petit accessoire va coûter un peu moins cher que le beau sac à main pollen sur lequel tout le monde a envie de jeter son dévolu, mais c'est trop cher. Bah là, vraiment, du plus petit accessoire, toujours avec un côté qualité artisanale, c'est important, mais c'est du luxe qui devient du luxe accessible, pas du luxe élitiste. C'est un espèce d'entre-deux qui est honnête et qui permet de faire de l'achat réfléchi, mais plaisir quand même. Et donc on va avoir cette envie de consommer de l'artisanat, de consommer du beau, de consommer bien, mais forcément on n'a pas les moyens d'aller sur du luxe élitiste, on a seulement les moyens d'aller sur du luxe abordable, et ça, ce genre de marque, de petits accessoires permet de ça. Pareil, il y a en plus un potentiel cadeau qui est plus là aussi. Donc ça permet vraiment de pouvoir se lancer en surfant sur la partie cadeau. Donc pourquoi pas se lancer bien sûr en fin d'année sur le Q4. C'est toujours plus porteur pour ce genre d'accessoires. Et ça permet aussi de jouer là aussi avec un univers fort, par exemple du cuir upcyclé, ça peut être du faux cuir fait avec à base de marc de raisin, on en voit pas mal, des choses comme ça. Donc il faut réfléchir à comment je me lance, ou alors avec du faux cuir hyper coloré, du motif, etc. Faut toujours bien penser à son univers, mais c'est important de réfléchir au positionnement prix de mon produit. Si je veux quelque chose d'un peu luxe et d'un peu artisanal, bah peut-être réfléchir à du plus petit accessoire, c'est toujours pertinent pour ne pas se fermer tout un marché et ne pas devenir un luxe élitiste. Donc voilà pour les 5 idées que je vais redire ici. La marque de fausse fourrure colorée éco-responsable, j'adore l'idée. Ensuite, la marque de vêtements enfants vintage inspirée des esthétiques 90-2000. Une marque d'accessoires pour cheveux et pour tête. Là, il y a plein d'idées d'accessoires à trouver et de positionnement à trouver aussi. Mais ça, c'est quelque chose de très porteur et de très pertinent pour se lancer. Si tu as envie de te lancer, je te le conseille.
La marque de col et de manches amovibles, c'est plus ciblé, mais là aussi pour te lancer, ça peut être pertinent si c'est quelque chose qui te plaît, que tu sais faire toi-même, c'est encore mieux. Et enfin, la marque de petits accessoires en cuir ou en faux cuir, de luxe accessible. Là aussi, une bonne idée si tu veux construire une plus grosse marque derrière, mais que tu veux démarrer intelligemment. Voilà pour ces 5 idées. J'avais envie vraiment de te partager 5 idées que je trouve très pertinentes et que j'aimerais voir émerger chez des auditrices par exemple. Je t'invite à me dire laquelle de ces idées tu trouves la plus pertinente en commentaire. Ça me fait plaisir de voir ton avis et de pouvoir te répondre aussi. Si cet épisode t'a plu, je t'invite aussi à me laisser 5 étoiles, c'est important pour le podcast. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.